Qu'est-ce qui cartonne sur Kickstarter? Vous le saurez dans un instant dans Kick Parade. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour ce nouveau Kick Parade, épisode 15. Et je suis toujours en compagnie de Swan. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Pas mal de changements cette semaine, y a du beau jeu qui vient d'arriver. Il y a aussi la confirmation du succès du jeu de rôle. Il va falloir qu'on se rende à l'évidence, hein. On en a fait un running gag, mais finalement je pense que ça va vraiment faire entrer dans nos critères désormais. C'est ça, le jeu de rôle est là et il va rester dans Kickstarter. Une petite chose, nous enregistrons cette émission quelques heures avant le lancement du nouveau Zombicide, qui est un zombicide qui se passe dans le Far West. Voilà, donc d'ici vendredi, le jour où l'émission sera en ligne, il y aura sûrement Zombicide dans le top 10. Je ne me fais aucun souci là-dessus et ne vous étonnez pas qu'il ne soit pas dans ce top 10 puisque voilà, nous enregistrons l'émission avant que Zombicide ne soit en ligne. On le verra la semaine prochaine, de toute façon, dans le classement. C'est quasi sûr. Hein. C'est quasi sûr. Allez, on commence par la 10e position. C'est une entrée, c'est Forest of Radghost. C'est un jeu serbe, un jeu d'aventure, de placement. Il y a un plateau, il y a des figurines. Très original, très joli, et vous allez incarner des aventuriers à la recherche d'enfants perdus dans une forêt mystérieuse. Ça avait très bien démarré, ça avait été financé en 5 heures, et puis il a un petit peu stagné, il n'a pas percé plus que ça, parce que ça fait une petite semaine qu'il est sur Kickstarter. Il n'était pas dans le top 10 de la semaine dernière, il était juste avant. Oui, c'est un premier projet, c'est un univers qui est original, voilà, c'est une boîte que personne ne connaît, donc il n'y a pas forcément de background derrière ou de lore pour appuyer cette campagne, et malgré tout ça se hisse au top 10 alors qu'il y a quand même des gros jeux et des gros éditeurs, hein, vous le verrez dans la suite de l'émission. Moi je trouve ça plutôt audacieux. La semaine dernière je me plaignais du manque d'originalité chez certains éditeurs à mettre du Cthulhu à toutes les sauces, ouais. Et là je suis un peu content de me retrouver face à un univers original, basé sur un folklore un peu oublié, et en plus qui a l'avantage de proposer une VF d'emblée, ça super bien. Alors il y a une VF, c'est effectivement fondé sur le folklore slave, et vous avez les règles téléchargeables en VO, en anglais, sur la page Kickstarter. Donc pour les anglophones, ils peuvent déjà un peu patouiller dans les règles pour voir si ça leur convient. Et le jeu en est à 164 000 euros, il flirte avec les 1900 contributeurs, il restera une dizaine de jours avant la fin de la campagne. 9e position, c'est Bloodstone. Bloodstone, c'est un jeu d'arène. Donc vous avez vos équipes et vous vous affrontez dans les arènes. C'est un jeu d'affrontement. En général, c'est des petites équipes pour les jeux d'affrontement. Il y en a un qui est arrivé il y a pas longtemps. C'est Super Fantasy Brawl de Mythic Game. Donc là, ça reprend un petit peu le même schéma. Bon, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pensé que c'est exemple parce que c'est l'un des plus récents, mais il y a beaucoup de jeux d'arène. C'est très à la mode aussi. Donc ça permet quoi ? Ça permet de faire du jeu d'affrontement rapide puisqu'ils promettent des parties en une vingtaine de minutes, et puis ça permet aussi évidemment de vendre de la figurine à gogo, bien sûr, c'est évident, mais bon, on est là pour ça aussi, voilà, on va pas se plaindre. Le jeu, on est à presque 195 000 euros, il en est à 2120 contributeurs, et il reste une vingtaine de jours avant la fin de la campagne, il y a de quoi énormément monter. Tu vas avoir des parties qui vont pouvoir s'enchaîner très rapidement, un jeu qui va pas mettre une demi-heure à être installé, vu le nombre de composants, ça devrait aller assez vite. Le truc qui va demander le plus de choix, c'est de composer son équipe, mais cette rapidité d'exécution, pour moi, c'est vraiment la clé. Alors, sachant qu'en plus, c'est une campagne qui est plutôt bien amenée, avec des éléments qui sont dévoilés au fur et à mesure, du teasing, de grosses figurines à venir après, un petit peu après le lancement, etc. Donc, je trouve que, oui, c'est plutôt sympa, surtout pour faire suite, comme tu le citais tout à l'heure, à Super Fantasy Brawl, dont la saison 2 vient d'être annoncée. Ouais. Donc oui, moi je trouve qu'ils ont trouvé le bon créneau, ils ont trouvé leur propre originalité, je trouve que c'est une belle campagne. 8e position, c'est un sourcebook, c'est X-Bound Witchy Supplement for 5e, donc un sourcebook pour la 5e édition de Donjons et Dragons, qui en est à quasiment 126 000 euros pour un peu plus de 2300 contributeurs. Il reste presque 20 jours avant la fin de la campagne. Donc là, c'est vraiment un gros livre autour de la sorcellerie, comment gérer les sorciers, beaucoup de sous-classes de sorciers, des environnements évidemment. Il y a également 3 aventures dans le livre et c'est les mêmes créateurs, ils sont un peu spécialisés là-dedans. Ils avaient fait 2 grosses campagnes qui avaient bien marché pour Donjons et Dragons. C'était Ekna
qui se passait dans une espèce de carnaval maudit, dans une espèce de cirque maudit, et Humblewood, qui était une campagne avec des personnages d'animaux. Et je crois bien qu'il y a eu une application en plus. C'est un peu l'originalité de ce projet, non pas que l'application ce soit forcément quelque chose de neuf, notamment dans ce milieu-là, mais c'est vrai que là, au-delà d'être juste un rappel de règles, c'est vraiment ce qu'on appelle une companion apps, donc quelque chose qui est là pour accompagner autant les joueurs que le maître de jeu, pour simplifier les lancers de dés, etc. C'est vrai que en plus, comme beaucoup de parties ont lieu en distanciel actuellement, ça peut être un véritable compagnon pour animer un peu les parties. Et puis c'est vrai que moi je suis pas forcément très sensible à la direction artistique qui a été choisie, mais force est de constater que c'est original, qui vont au bout de leur délire, et on peut au moins leur reconnaître ça. 7ème position, c'est Vault of Magic for 5e Edition. C'est un deuxième sourcebook pour Donjons & Dragons, 5e édition bien sûr. Ça c'est produit par Kobold Press, alors c'est pareil, Kobold Press ils font beaucoup de sourcebooks pour les jeux de rôle. Ils avaient notamment fait Southlands, d'espèces de grosses campagnes de sourcebook qui s'installaient dans une Égypte fantastique. On en avait parlé dans un des premiers Kit Parade je crois. Donc ils enchaînent vite. Et alors c'est marrant parce que quand tu regardes le sommaire des créateurs, il y a beaucoup de collaborateurs sur ce bouquin. Et vous avez notamment un certain Luke Gygax. Ça te dit quelque chose, Gygax ? Pas du tout. Ah ah. Eh ben c'est le fils de Gary Gygax, qui n'est autre que le créateur historique de Donjons & Dragons. Voilà, et bien son fiston travaille sur Vault of Magic for 5th Edition, qui est un sourcebook spécialisé dans les objets magiques. C'est vrai qu'on n'a jamais assez d'objets magiques quand on crée une campagne. C'est vrai. Il en faut toujours plus. C'est vrai. On avait déjà parlé de cet éditeur dans une précédente émission, quand tu me le rappelais, et j'aurais la même critique à faire, à savoir que je trouve que la page est assez austère. Ça manque un peu d'illustration, hormis pour les stretch goals. La page est un petit peu vide, et je trouve ça un peu dommage, surtout pour un éditeur qui est un peu rodé, qui plus est accompagné du fils du créateur historique de la gamme. Ouais, j'aurais eu tendance à m'attendre un petit peu à mieux, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est pas une page très généreuse. Bon, apparemment les produits finaux sont de bonne qualité puisqu'ils continuent. Il en est presque à 130 000 € avec plus de 2600 contributeurs. 5e position, c'est Paladins of the West Kingdom, City of Crowns. Donc nous sommes dans notre big box de la semaine, puisque c'est une extension... Plus ou moins. C'est une extension pour un jeu qui s'appelle City of Crowns, mais il y a quand même une boîte de luxe. Oui, c'est une boîte de luxe, mais qui propose effectivement de l'espace pour ranger toutes les extensions, mais les extensions, si j'ai bien compris, ne sont pas comprises dans la collector box, qui ne comprendra que le jeu original, parce qu'on voit qu'effectivement, notamment pour le pledge total, en fait ça comprend toutes les autres boîtes qui viendront se greffer là-dessus. Moi j'aime beaucoup la saga des paladins. J'avais fait quelques extensions que j'avais trouvé vraiment de bonne facture. Mais alors là, je vais me redire, mais quelle tristesse cette page. Pas de vidéo de présentation, les informations qui sont un peu confuses. On a un peu l'impression que les gens partent de base comme si on comprenait. On avait étudié il y a quelques temps la campagne à laquelle tu avais participé, là, de Radlands, qui était d'une lisibilité irréprochable. Et là, je trouve que c'est triste, et pourtant c'est des gens qui sont rodés, et c'est feignant. Alors, il y a énormément de vidéos de gameplay, mais pour quelqu'un qui a un trait, qui a quelque chose d'aussi original que que de la saga des paladins, je trouve ça un peu austère. Il est spécifié sur la page Kickstarter que le jeu va sortir à l'identique en boutique. D'ailleurs, il y aura une version française, c'est Pixie Games qui distribuera ça dans les boutiques françaises. On est plus sur de la précommande que sur du financement. 5e place, c'est Human Punishment The Beginning. Alors, il en est à 285 000 € pour 4193 contributeurs. Il a perdu quand même une place par rapport à la semaine dernière. On en a parlé, c'est du cyberpunk. Vous êtes dans un futur décadent. Vous allez faire de la guérilla urbaine et en même temps, vous allez faire de la guérilla sur internet, évidemment, comme tout bon univers cyberpunk. Il y a toujours beaucoup de stretch goals, ils sont très généreux en stretch goals, avec toujours des petites énigmes, parce que voilà, c'est dans l'environnement du jeu, on va dire. Petite nouveauté d'ailleurs par rapport à la semaine dernière, et qui est assez originale pour le souligner, le jeu sera traduit en grec. Voilà. Il demandait 50 backers pour que le jeu soit traduit en grec, et bien c'est fait. 4e position, Maki Second Edition, 82 500 € pour... Il flirte avec les 4900 contributeurs, c'est sa dernière semaine.
très beau succès parce que c'est un jeu qui coûte très peu cher. Aucun stretch goal, en plus c'est un jeu solo. Donc c'est vraiment c'est un beau succès quoi. Ouais, il a quand même perdu une petite place par rapport à la semaine dernière. Mais bon. Troisième place, Ares Expedition The Terraforming Mars Card Game. C'est une entrée en 24 heures. Il est arrivé 3ème de Kickstarter pour l'instant avec plus de 350 000 € et plus de 6500 contributeurs. Et il reste plus de 10 jours avant la fin de cette campagne. Terraforming Mars, ça me dit vaguement quelque chose. Ah, ça, c'est difficile de passer à côté de ce monument désormais du jeu plateau. Par contre, succès fulgurant, mais une campagne qui divise, malgré tout. Il faut quand même le souligner. Notamment, il est reproché l'absence de versions traduites dans la campagne Kickstarter, alors qui seront proposées en boutique, c'est spécifié sur la page, mais qui n'accompagneront pas cette campagne, ce qui est un peu étrange pour un jeu avec autant de succès que Terraforming Mars. J'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient peut-être un petit peu de la ressemblance entre le gameplay de ce jeu-là et de Race for the Galaxy. Et puis, forcément, c'est un sujet qui revient assez récemment, enfin assez régulièrement. Il y a ce débat autour des frais de port, qui sont extrêmement élevés compte tenu du prix du jeu. Nous avons notre camarade Kevin de la chaîne So Many Bits qui voulait prendre le jeu et qui a reculé devant les frais de port. Donc c'est une réalité. Et en plus, alors moi qui suis un fou de Terraforming Mars, parce que je l'avais acheté en 2016, je sais pas combien de parties j'ai fait. Moi je vois pas trop l'intérêt d'acheter celui-là, même si le gameplay est différent, mais j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans le même truc quoi. Donc pourquoi voir les deux? Bon écoute, ça c'est... Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que c'était une campagne qui était très attendue d'ailleurs, et qui était très bien accueillie majoritairement. Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Mais c'est vrai que venant de Stronghold Game et d'une licence telle que Terraforming Mars, je peux aussi comprendre un peu le mécontentement des joueurs qui se sentent un peu abusés, surtout après les débats autour des premières images de la Big Box et de ces tuiles qui ont vraiment... effrayer les backers. Effectivement, arriver avec un jeu non traduit pour une gamme aussi importante, qu'est-ce qui empêchait Stronghold Game de travailler avec les différents traducteurs des précédents jeux pour proposer une campagne que tout le monde puisse suivre en même temps. Et c'est vrai que l'effervescence d'une campagne dans un projet participatif, c'est très important. Et ça prive un certain nombre de joueurs de ce petit plaisir supplémentaire. Et en plus, ils préparent un jeu de dés de Terraforming Mars aussi. Il y a ça aussi qui va arriver, il me semble. Ah ouais, non, ils auront usé Terraforming Mars jusqu'à la corde. Deuxième position, c'est également une entrée. C'est un succès absolument foudroyant. C'est The One Ring. C'est un jeu de rôle. Il en est à 830 000 €. Il a dépassé les 8100 contributeurs. Il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne. Et c'est pas pour rien. Parce qu'on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on est aussi dans la seconde édition d'un jeu de rôle qui existe depuis 2011 et qui a eu énormément de succès. Et derrière ce jeu, il y a en plus l'un des éditeurs de jeux de rôle les plus, on va dire, les plus en vue du moment, c'est Free League, l'éditeur suédois, qui a notamment fait le jeu de rôle d'Alien et de Tales from the Loop, et qui est un excellent éditeur. Ouais, c'est une campagne incroyable. Moi, pour nos backers, toi tu le sais, Erwan, mais moi, l'Anneau Unique, c'est mon jeu de cœur, c'est le jeu que je maîtrise. En tant que maître de jeu, c'est l'univers de Tolkien, c'est un univers qui m'accompagne énormément depuis très longtemps, et j'aurais tendance à dire, alors vous avez le droit d'être en désaccord avec moi dans les commentaires, mais pour moi, l'Anneau Unique, c'est la seule véritable bonne adaptation de l'univers de Tolkien, tel qu'il a été écrit dans les ouvrages. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de jeux de plateau, mais qui sont pour moi beaucoup plus proches, soit des films, soit on va dire du Donjons et Dragons avec un skin Seigneur des Anneaux. Et pour moi, ce jeu-là, c'est le seul à réussir à me faire rentrer dans l'univers de Tolkien. Et là, c'est une campagne avec des composants incroyables. L'idée de refaire tout le travail graphique pour proposer quelque chose de complètement neuf, c'est sublime. La carte qui rappelle énormément les premiers travaux de Tolkien, plutôt que de reprendre la carte déjà maintes et maintes fois éculée qu'on peut trouver dans les livres, je trouve ça fabuleux, et c'est vrai que moi c'est une campagne qui me fait rêver. Avant de passer au numéro 1 de la semaine, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne So Many Bits. Si vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous pledgez ou pas, quelle campagne vous fait envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche et à voir votre kick parade
balade hebdomadaire dans votre ordinateur toutes les semaines. Première position dans ce Kick Parade numéro 15, c'est The Seeker's Guide to Twisted Taverns. Donc c'est un sourcebook de jeu de rôle qui est en première place de Kickstarter cette semaine. Il frôle les 680 000 €, plus de 8700 contributeurs. Il reste en plus plus de 10 jours avant la fin de la campagne. C'est un succès monstrueux, il n'y a pas, voilà, il y a rien à dire d'autre quoi. En plus c'est un sourcebook sur les tavernes. Voilà, donc évidemment c'est le nerf de la guerre la taverne hein, dans les jeux de rôle. Mais c'est quand même c'est super surprenant quoi. Vraiment moi je suis sur les fesses hein. Ouais, et puis en plus il a pas fini de nous surprendre parce qu'il reste encore presque 2 semaines avant la fin de la campagne, donc je pense que oui on va le revoir encore assez régulièrement, mais oui c'est un succès qui est incroyable et comme tu le disais ça montre l'importance des vendeurs de boissons alcoolisées dans le monde du jeu de rôle. Alors cette semaine, il y a eu un nouveau stretch goal qui est assez intéressant. Il a rajouté ce qu'il appelle The Tavern at Death's Door. Donc c'est une taverne en fait dans une espèce de monde éthéré, voilà, entre la vie et la mort. Donc il a rajouté cette espèce de taverne, on va dire de 4ème dimension. Donc voilà, et je pense qu'il va encore rajouter, des trucs parce qu'à mon avis, je pense que les créateurs eux-mêmes ne s'attendaient pas à un succès pareil. Oui, mais d'un autre côté ils ont peut-être été pris de court, mais d'un autre côté je trouve qu'ils s'accompagnent très bien leur campagne. Oh oui. Ils font régulièrement des vidéos sur YouTube, ils proposent à la communauté de les rejoindre et de discuter avec eux sur Discord. Donc voilà, les mecs ne se laissent pas décontenancer par le succès de leur campagne et je trouve ça assez fort de leur part. Voilà, et pour conclure, hein, sur les 10 premiers succès de Kickstarter, eh bien 4 sont liés à du jeu de rôle. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'importance que prend le jeu de rôle sur Kickstarter. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec Zombicide, version western, on en parlera. Et ben on vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner, blablabla. Et j'aime bien les amis. Exactement. Allez, ciao à tout le monde. Salut tout le monde.